fais pas de pause, c'est pas qu'on attaque. Enfin, maintenant, je crois qu'il va falloir faire une pause, parce que ça va être comme ça. Non, mais faites votre choix dans votre colloque, monsieur Albros, bon sang, ça ressemble à quoi ça? Écoutez, calmez-vous. Alors, prenez ce ton, et puis ça ira très vite. Hein. Allez-y, calmez-vous, monsieur Albros. Soyez pas hystérique. Nous sommes dans les temps, il est 18 h et il était prévu que l'intervention commence à 18 h, donc je crois qu'il n'y a absolument aucune nouveauté à ce niveau-là. Alors, Alain Hurtado, vous pouvez venir, nous allons commencer doucement. Je vais dire quelques mots d'introduction pour laisser aux gens le temps de se préciser, mais enfin c'était un peu normal de faire une pause pour que Madame Gauquelin puisse vendre ses livres. Et puis se dédicacer, ça paraît logique. Alors, nous avons voulu, avec ce colloque, jouer un peu sur le mot ciel. Vous savez que la lecture du ciel, ça peut avoir plusieurs significations. L'astrologue va dire lire un ciel au sens d'interpréter un thème, mais ça peut vouloir dire à un niveau plus profond comprendre les mystères du cosmos, bâtir l'astrologie. C'est plus le secret de l'individu comme dans le thème, c'est le secret de l'astrologie. Voilà, nous avons jusqu'à présent, nous avons abordé plutôt le problème de l'astrologie, qu'est-ce qu'elle était, comment on pouvait la fonder. Maintenant, nous passons à ce qu'est l'individu, plutôt, qu'est-ce qu'un individu, et comment l'astrologie peut comprendre cet individu, peut le structurer. Donc nous passons à un niveau plus pratique, plus en aval de nos préoccupations. Alors certains d'entre nous, hier, je pense notamment à un entretien que j'avais avec M. Blanchet dans la soirée d'hier, opposaient ou distinguaient interprétation et consultation. Je crois que la consultation va effectivement, bien entendu, faire partie de nos débats, notamment nous avons une table ronde demain matin sur la déontologie, donc on ne peut pas dissocier l'interprétation et la consultation, d'abord parce que la consultation est souvent le lieu où l'interprétation se vérifie, ou semble se vérifier, et aussi parce que, bon, je donne souvent cet exemple, qu'est-ce que c'est qu'une bonne interprétation? Une bonne interprétation, est-ce que c'est un discours qui est en accord avec ce qui est marqué dans le thème, c'est-à-dire une bonne lecture de ce qui est inscrit dans le thème, ou est-ce que c'est quelque chose qui correspond à l'individu? Voilà. Et nous sommes dans, il y a une espèce de hiatus là qui est intéressant. On ne sait jamais très, on a deux critères, deux paramètres d'appréciation. Une bonne interprétation, c'est quelqu'un qui a bien maîtrisé les différentes composantes du thème, qui a fait quelque chose de très complet, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement ne pas correspondre réellement au thème, mais qui
aurait un impact sur l'individu et qui aurait un retentissement sur la personne qui écoute ce discours. Bon, alors moi je lance un peu cette problématique comme ça en filigrane pour le reste du colloque, sur cette ambiguïté des critères d'appréciation de ce qu'est une interprétation, une bonne interprétation, et quels sont ces critères qui nous permettent de savoir que nous avons réalisé une bonne ou mauvaise interprétation. Entre autres, en outre, je dirais que je crois que c'est ce que va nous proposer les personnes de l'Orige. On peut élaborer des modèles, on peut modéliser l'interprétation, c'est-à-dire qu'on peut proposer aux étudiants, aux astrologues, une façon d'appréhender le thème, d'approcher le thème, effectivement. De même qu'on peut modéliser la consultation, et on peut aussi réfléchir sur la façon dont on doit gérer les relations avec le client, etc. Donc je crois que ces deux points doivent se retrouver, et je crois qu'on aura affaire à la fois ici à des modèles proprement interprétatifs, c'est-à-dire qui vont nous dire comment approcher le thème, et des modèles qui seront plus axés sur quelle est la fonction du thème en fait dans la relation de consultant. Voilà, alors je laisse la parole aux deux orateurs. Je ne sais pas comment ils vont se répartir leur... Ils vont peut-être parler en duo, je ne sais pas peut-être. Sûrement, on ne va pas chanter, hein. Parce qu'on chante faux. Bien. Je vais faire une très brève présentation de l'Orige parce qu'il est fort probable que vous ne nous connaissez pas. Nous sommes une jeune association et c'est une association dont le siège est à Dijon et les activités sont un peu sur toute la France, et nous sommes en fait un petit centre de recherche et d'études sur ce qu'on appelle d'une façon générique et très vague la tradition. Et ce que nous appelons la tradition à l'Orige, en fait, c'est la recherche des clés, des mécanismes, des lois qui régissent, je dirais, l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les sciences, entre guillemets, analogiques, dans lesquelles on trouve l'astrologie, par exemple, qui nous préoccupe ici. Et donc, à l'Orige, des étudiants, des professionnels, des chercheurs se sont rassemblés pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'on appelle les clés de la tradition, et on a pu voir à travers ce colloque qu'il existe bien des pistes, bien des sentiers pour y arriver. Les statistiques, la science, la vérification expérimentale, et puis aussi il y a la spiritualité, il y a aussi la psychologie, il existe des tas de manières de rechercher, la recherche bibliothécaire, l'archéologie en quelque sorte aussi, et pourquoi pas aussi, et ça c'est une des voies prioritaires que nous avons décidé à l'Orige, c'est tout simplement de partir de rien. Quand je dis rien, je pourrais parler plutôt de presque rien, c'est-à-dire de regarder le ciel tel qu'il est maintenant, consulter, je dirais, astronomiquement les choses, faire des analogies, puisqu'il y a un principe de raisonnement qui est l'analogie à la base de l'astrologie, calquer cette analogie sur des observations, et puis essayer de retrouver aussi le mode de pensée initial. Parce que ce qu'on s'aperçoit beaucoup en astrologie, et je l'ai vu aussi dans ce colloque, très souvent les gens avec des mots différents, une grammaire différente, veulent exprimer la même chose, et partant sur des pistes complètement différentes, on arrive à des situations d'opposition, alors qu'au bout du compte, on finit souvent sur les mêmes choses. Alors, plutôt que de repartir sur des pistes qui sont souvent très éloignées, que le temps a effacé, ou que les mentalités ont effacé, on cherche, c'est peut-être un rêve un peu ambitieux de notre part, de retrouver un langage primordial, de le clarifier, d'essayer de retrouver sur des mots simples, et d'essayer peut-être de trouver ces clés de pensée, et ensuite, par le phénomène de l'analogie, qui nous est cher en fait, de pouvoir redescendre un petit peu les choses du ciel. Alors ça, c'est très abstrait. On va essayer maintenant d'être un petit peu concret. Donc au niveau de l'analogie, on étudie le tarot, le symbolisme, etc. Il y a dans l'astrologie plusieurs façons d'aborder, je vous dis, le fait de regarder le ciel, et aussi de partir, une autre approche qui nous est chère, de ce qu'on pourrait appeler la numérologie, ou plutôt l'arithmosophie, les nombres que l'en fait on retrouve aussi bien en astrologie que dans toutes les sciences, et donc de partir d'un niveau le plus fondamental possible. Voilà un petit peu en quelques mots une des manières d'approcher nos études. Et en ce qui concerne l'astrologie, j'ai avec moi Alain Hurtado, qui est responsable de la branche du Sud-Ouest à Bayonne, de l'Orige, qui est aussi notre, je dirais, responsable en quelque sorte, qui centralise toutes les activités astrologiques et qui travaille beaucoup sur le ternaire dans l'interprétation à l'heure actuelle. Et donc c'est le sujet que nous avons décidé d'aborder, puisque la notion de ternaire apparaît à beaucoup d'astrologues et à nous-mêmes fondamentale. Et dans une époque où en astrologie on a tendance à se focaliser sur des points de détail, de manière analytique, on va essayer d'aborder les choses de manière plus synthétique, plus globale, en partant peut-être
uniquement ou globalement du ternaire, et on va essayer dans un langage assez simple de vous présenter quelles sont un petit peu les pistes que l'on suit et où on en est à l'heure actuelle. Donc j'ai laissé la parole à Hurtado, ici présent. Oui, le ternaire dans l'interprétation, bon, c'est le sujet qu'on a choisi. Ce qu'on doit évoquer, c'est le phénomène de l'intérêt d'utiliser le ternaire quand on interprète un thème. Alors, pourquoi le ternaire? Parce que le ternaire est la première des notions traditionnelles, c'est-à-dire le ciel, la terre, l'homme et ce qui est intermédiaire. Hein, dans cette salle, il y a moi, il y a vous, puis il y a le sujet qui nous réunit. Et quand on fait une consultation astrologique, on se trouve devant un consultant, son thème, et l'astrologue, c'est le premier ternaire. Donc on a toujours affaire à un ternaire, quelle que soit la manière dont on tourne les choses, on a affaire à un ternaire, et utiliser ce ternaire au niveau de l'interprétation, c'est fondamental. De retrouver ces fondamentaux éléments pour essayer d'être cohérent dans sa manière d'appréhender le thème qu'on a face de soi. Et en travaillant un petit peu sur ce sujet, j'ai trouvé dans un livre qui n'a strictement rien à voir avec l'astrologie, qui est un livre d'aromatologie, un chapitre qui s'intitule « Le ternaire aromatique ». Donc on retrouve pour cet auteur d'un livre extrêmement sérieux, cet auteur qui parle des huiles essentielles, donc parle aussi du ternaire dans les huiles essentielles, et dit en effet, il est clair que les essences et les huiles essentielles sont bien des substances chimiques n'échappant nullement à la réalité atomique de toute substance matérielle, mais au-delà de cette réalité, elles sont également des vecteurs d'énergie, et plus loin encore, elles sont des messagers porteurs d'informations. Bon, ça, c'est bien, ça résume un petit peu un certain nombre de choses, à savoir que les points de vue physiques, les points de vue mentaux, les points de vue spirituels, tout ça, ça forme un tout, ça forme une unité. Et cette unité, elle ne nous est compréhensible, appréhendable qu'à travers le ternaire de base. On a un corps, on a une âme, on a un esprit, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est la première des données de la tradition. Et à partir de là, il faut savoir ce qu'on en fait. Alors aussi, il perd très souvent, surtout quand on essaie d'interpréter un thème, on part un petit peu dans toutes les directions. Pour revenir sur ce que disait Calvon jusqu'à l'instant sur le fait de l'interprétation, permettrait peut-être une piste de recherche. Il est évident que l'interprétation d'un thème, ça ne veut strictement rien dire. Quand on a un thème et qu'on a une personne en face de soi, la question c'est de quoi va-t-on parler? Et on va se servir du thème pour en parler. Mais interpréter un thème en soi, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut passer toute une vie sur un seul thème, on peut, à partir d'un thème, prendre n'importe quel chemin et suivre ce chemin en suivant le thème. Donc quand on a une consultation à faire, l'important c'est de la cibler au départ. Comme un médecin cible sa consultation, de quoi est-ce qu'on va parler? Quel est le problème et qu'est-ce qui nous préoccupe? Et on va essayer de ne pas s'éloigner de ce centre au départ au niveau de la consultation. C'était une parenthèse. Donc les ternaires, en fait, il y en a une indéfinité dans tous les thèmes. Hein. Donc le premier, le plus important, on vient de le dire, c'est celui qui est constitué par l'astrologue lui-même, son consultant et le thème. Alors c'est pas un ternaire qui est innocent, parce que souvent l'astrologue est influencé par le consultant. Et parallèlement, l'analyse du thème va être influencée par quelque chose qui échappe déjà à ce ternaire. Il faut savoir qu'au niveau de ce premier ternaire, l'astrologue, symboliquement, doit être yang, le consultant doit être yin, et le thème doit être neutre. C'est la première des difficultés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le consultant arrive, peut-être qu'on le connaît déjà, peut-être c'est une relation, peut-être c'est une relation de relation, etc. Il arrive avec son problème, qui est ici et maintenant, très présent, donc il va nous influencer avec son problème, il va dire voilà ce qui m'arrive aujourd'hui, et après on a le thème. Donc si on oublie que dans ce premier ternaire, on doit laisser parler le thème autant qu'on écoute le consultant, c'est-à-dire que le consultant doit, par rapport à l'astrologue, être yin, eh bien on va fausser complètement l'interprétation parce qu'on va avoir tendance à chercher dans le thème des éléments très subjectifs qui sont amenés par le consultant ou qui sont amenés par notre propre subjectivité. Et c'est peut-être le premier obstacle auquel on a affaire, c'est-à-dire qu'on a un thème devant soi, il faut que le thème nous parle, et je dirais dans un premier temps, pratiquement, uniquement le thème. Et le thème peut contredire totalement ce que l'on entend de la part du consultant. Et ça arrive souvent. Hein.
Donc ça c'est le premier ternaire. Il ne faut pas oublier sa réalité, il ne faut pas oublier la manière dont il doit fonctionner pour être cohérent. Quand il n'y a pas de catastrophe, donc l'astrologue va automatiquement les retrouver, ces catastrophes, en thème. Donc il est important que l'astrologue garde les rênes de son interprétation et donc il passe un contrat avec son vis-à-vis. Et ce contrat, c'est répondre à certaines questions à condition que la personne qui est en face de lui veuille entendre les réponses. C'est un contrat extrêmement important à passer avec la personne qu'on a en face de soi. Oui, vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre, mais est-ce que vous voulez vraiment entendre les réponses? Et je crois qu'on ne peut pas, où la consultation est triviale, hein, et donc ne sert à rien, mais sur des sujets plus importants, plus graves, etc., on ne peut pas ne pas passer ce contrat avec la personne qu'on a en face de soi. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans le cas des personnes qui m'ont dit non, je n'ai pas envie d'entendre la réponse. On laisse tomber. On laisse tomber. La question à poser au départ, pour recadrer ce premier ternaire, c'est vous avez tel problème, est-ce que vous voulez vraiment la réponse? Hein, la réponse de l'astrologue, quand on dit la réponse, ce n'est pas une réponse absolue, c'est l'interprétation de l'astrologue, est-ce que vous voulez l'entendre? Donc je crois que c'est un sujet de méditation. Hein. Cette question, ben, c'est le quaternaire, c'est-à-dire que la différence entre le ternaire et le quaternaire est la limite. Au niveau arithmosophique, on se trouve, on ne peut pas parler de ternaire sans parler quelque part de quaternaire. Donc au quaternaire, on est à la limite. Et cette limite, c'est le sujet de la question. Hein. Le thème, le consultant, l'astrologue, le sujet, ça fait 4. Ensuite, quand l'astrologue regarde un thème, le premier ternaire le plus important, celui qu'il doit analyser minutieusement, qu'il doit regarder minutieusement et qui sert de clé en quelque sorte à tout le thème, c'est le ternaire qui est constitué par le soleil, la lune et l'ascendant. Pourquoi? Parce que ce ternaire est représentatif des 3 étages, c'est-à-dire symboliquement l'esprit, l'âme et le corps. Soleil, lune, ascendant. C'est une structure de base dans tous les thèmes. Et cette structure de base doit être analysée minutieusement. Alors en fait, le thème astrologique, c'est un ternaire, puisqu'on trouve des planètes, on trouve des signes et on trouve des maisons. Analogiquement, on trouve l'esprit, on trouve l'intermédiaire, l'âme et on trouve le corps. Donc c'est un ternaire dont il faut toucher un mot parce qu'il est important. Beaucoup de confusions naissent au niveau de l'interprétation en astrologie du fait qu'on met sur le même plan la maison, le signe et la planète. Et on parle de choses extrêmement savantes en mettant tout ça sur le même plan. Et on se perd dans ces tentatives de compréhension du thème, parce que maison, signe et planète, eh ben, on ne voit pas trop la différence. Hein. La maison 4, c'est Cancer, c'est la Lune, c'est pareil tout ça. Bon, c'est pas vrai, c'est pas pareil du tout. Hein. C'est pas pareil du tout. Donc, il est important de se situer par rapport à ce premier ternaire. Quand on parle d'une planète, on parle analogiquement de ce qui est l'esprit. Quand on parle d'un signe, on parle analogiquement de ce qu'est l'âme, donc concrètement, ça va être la psychologie, ça va être les tendances fondamentales de l'individu, ça va être son psychophysique, ce que j'appelle le psychophysique. On va retrouver ensuite sur un ternaire plus affiné avec le couple Vénus-Mars et l'ascendant. Et quand on va parler des maisons, on va parler de concrétisation de la chose. Mais les maisons viennent en dernier. Et très souvent, les astrologues se perdent parce qu'une planète ou une autre, telle planète ou telle autre est dans une mauvaise maison, entre guillemets, et on ne comprend pas trop ce qu'elle fait là, et on n'arrive pas à interpréter. Alors que la première chose à faire, c'est d'oublier les maisons quand on aborde un thème, et de se contenter de regarder les planètes, les aspects qu'elles font entre elles et les signes qu'elles transitent. Et on oublie complètement les maisons. Dans l'interprétation, la maison, c'est vraiment ce qui vient en dernier, parce qu'elle va permettre, bien sûr, de concrétiser, de préciser les choses, mais dans la démarche de l'interprétation, dans la réflexion de l'astrologue, c'est ce qui vient en dernier. Alors que trop souvent, on entend dire « Ah, j'ai Saturne en 6 ou j'ai Saturne là. » Bon, ça ne veut rien dire. Concrètement, ça ne veut strictement rien dire. Donc, une fois ce premier ternaire pensé, puisque le ternaire astrologique lui-même, il faut l'avoir en tête, hein, on aborde le ternaire qui est constitué par le Soleil, la Lune et l'ascendant. Et quand on parle d'une femme, ça va être par la Lune, le Soleil et l'ascendant. Le Soleil est représentatif, si on fait une petite comparaison, hein, on pourrait dire que le Soleil c'est le pilote de l'engin, la Lune c'est le moteur, et le reste, l'ascendant, c'est le reste du véhicule. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme image, hein, une image est toujours limitée dans ses possibilités d'expression, mais ça veut dire qu'on peut avoir un excellent pilote,
un moteur plus ou moins. Le Soleil, c'est le pilote. La Lune, ce sera le moteur. C'est une image, hein, elle vaut encore une fois ce qu'elle dit. Et le reste du véhicule, c'est l'ascendant. Donc on peut avoir un très bon pilote, on peut avoir un moteur foireux, on peut avoir un très bon véhicule et un très mauvais pilote, etc. On peut faire toutes les combinaisons que vous voulez avec ça. Et ça vous image un petit peu la démarche qui doit être celle de l'astrologue. Donc le Soleil, il représente quoi? Il représente un centre. Le Soleil, c'est, donc en arithmosophie, c'est le 5e. Il est 5, le Soleil, donc il est entre 1 et 10, c'est au milieu. Donc il représente un centre, il représente un cœur, il représente un idéal, il représente ce à quoi s'identifie idéalement un homme et ce que va aimer la femme, c'est-à-dire ce vers quoi elle va tendre. Alors, quand je dis homme-femme, bon, je caricature les tendances yin et les tendances yang qui sont de toute façon en chacun d'entre nous. On va infléchir son interprétation selon le sexe de la personne qu'on a en face de soi, bien entendu. Donc ce Soleil, c'est un centre. Les hommes se voient souvent, intimement, sous leur aspect solaire. C'est pas forcément comme cela que les gens auxquels ils ont affaire les appréhendent. Mais souvent, on se prend pour son Soleil, en quelque sorte. Donc ça va constituer pour un homme son idéal, son cœur, et pour une femme, la même chose avec cette inflexion qu'elle va tendre à le trouver à l'extérieur d'elle-même, alors que l'homme va croire qu'il est arrivé carrément, qu'il est ce Soleil. La Lune, eh bien, la Lune, ça va être le moteur, donc ça va être les moyens de la Lune, c'est le monde de la formation. Le Soleil, ce serait le monde de l'émanation. Le monde de la formation, c'est-à-dire ce Soleil qui est un idéal, ben, il faut que je lui donne une forme quelque part. Je rêve d'avoir une belle maison, voilà mon Soleil. Et puis, ben, elle sera comment? Elle sera de style basque, elle sera de style breton, elle sera... bon, voilà la Lune. La Lune va donner les moyens, ou l'absence de moyens, de formation des influx solaires. C'est-à-dire que l'influx solaire peut être très fort, elle peut avoir une petite Lune qui va rapetisser énormément les capacités d'expression de cet influx. A l'inverse, on peut avoir un influx solaire relativement moyen, entre guillemets, et avoir une Lune très riche qui va tirer la substantifique moelle, en quelque sorte, de cet influx solaire. Et les relations du couple Soleil-Lune est important dans un thème, c'est capital, parce que c'est à partir de cette relation que se pose l'individu. L'ascendant, c'est les moyens. Je rêve d'une maison Soleil, je la veux basque Lune, et j'ai pas un rond. Bon, alors, comme j'ai pas un rond, je ne vais pas faire grand-chose. Ma maison basque risque de rester au stade des espoirs pendant très longtemps. Donc l'ascendant, c'est le concret, c'est le physique, c'est les moyens que l'on va se donner. Quand je dis l'ascendant, bon, on y reviendra tout à l'heure, c'est une image, c'est l'ascendant, c'est le maître de l'ascendant, c'est l'endroit où il se trouve, c'est les planètes qui montent à l'ascendant, c'est tout ce qui est inclus dans les concepts de l'ascendant. Donc avec l'ascendant, on se donne les moyens de réaliser ce qui est passé d'abord par le Soleil et par les lunes. Voilà le premier ternaire. On part du Soleil, c'est-à-dire qu'on part d'un point de vue un petit peu abstrait, pratiquement abstrait, et on arrive à concrétiser ça. Et on le concrétise avec son ascendant. Donc à l'ascendant, on a les outils très concrets, on a les matériaux, on a les briques, on a les pierres, on a le terrain, on a tout ça, pour faire sa maison. Et je peux très bien avoir un ascendant qui me dise, ben, la maison ne fera pas plus de 80 mètres carrés, parce que je n'ai pas les moyens. Et je peux très bien, à l'inverse, avoir un ascendant extraordinaire, et si les influx qui sont avant ne correspondent pas à la puissance de cet ascendant, eh bien tout va être décalé. Alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les erreurs que l'on peut faire en confondant les planètes, les signes et l'ascendant, ce qui est important, c'est au départ d'analyser la position solaire et la position lunaire, tous leurs aspects, c'est-à-dire d'abord le Soleil, son maître, on reste ciel, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Les aspects qu'il entretient avec les autres planètes. Bon, on arrivera ensuite à la fin, à la maison qu'il occupe, après avoir vu la maison qu'il commande, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que à partir du moment où on a un Soleil cohérent, je ne dis pas fort, je dis cohérent, le reste a beaucoup de chances d'être cohérent derrière. Dans tous les thèmes
on a eu l'occasion d'étudier, et qui sont des thèmes d'incohérence, d'incohérence, hein, que ce soit sur le plan mental, sur le plan des actes sociaux, etc., on observe toujours un soleil défaillant. Alors c'est soit lui-même, soit son maître, hein, puisque quand il est en transit dans un signe qui n'est pas le lion, va être son maître. Mais on observe toujours une absence de cohérence dans le soleil, au départ, chez les hommes. Donc il est important d'analyser la cohérence du soleil. Pourquoi? Parce que c'est de cette cohérence qui est ciel, analogiquement, que tout le reste va découler. Il est beaucoup plus facile de réparer la voiture, la tôle, que de réparer le moteur, où il faut déjà un bon mécanicien. Quant à réparer le pilote, il n'en est pas question. Il est ce qu'il est, il va peut-être s'améliorer avec le temps, mais c'est très difficile de former un bon pilote, etc. Il faut qu'il ait des qualités. Bon. Par contre, quand il s'agit d'un froissement de tôle, on va chez un tôlier et avec quelques coups de marteau et un peu de peinture, il va réparer ça. Donc il faut savoir qu'un thème, à partir du moment où il est cohérent au niveau des influx Soleil-Lune, hein, même si après on trouve des choses qui ne vont pas entre guillemets toujours, hein, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre, ça peut se vivre, se concrétiser d'une manière positive. Hein, ça peut s'arranger, entre guillemets. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que s'il y a une cohérence au départ, même si vous avez de la cohérence à l'arrivée, vous risquez de retrouver de l'incohérence à l'arrivée. Et là, on rejoint, bon, je dirais, l'enseignement traditionnel. Hein, c'est l'intention. Traditionnel philosophique d'ailleurs, c'est l'intention au départ, et on le vérifie dans chaque thème, c'est l'intention qui compte. Donc voilà ce premier ternaire. Il est important de déterminer au niveau de ce premier ternaire lequel des deux luminaires est le plus fort. Ça donne une indication très, très importante, hein, sur la manière dont va se comporter l'individu. Est-ce qu'il va être plutôt solaire ou plutôt lunaire? On n'invente rien, je crois que ça on le trouve dans énormément d'ouvrages, mais c'est important de se poser la question, lequel est le plus fort dans leur couple, dans leur relation, et lequel est le plus fort par rapport à l'ascendant. Parce que, bien entendu, au niveau de l'infléchissement de la vie, des actes de la vie, etc., ça, on a affaire à un lunaire ou à un solaire, ou à un soleil lunaire. Et donc l'ascendant, c'est le terrain initial sur lequel on inscrit son projet de vie. Donc qui dit ascendant, c'est ce que je disais tout à l'heure actuellement, c'est bien sûr le signe, c'est avant tout la planète qui monte à l'ascendant, parce que si le signe est vide, on va prendre son maître, mais s'il y a une planète montante à l'ascendant, c'est elle, puisqu'elle est ciel, qu'il faut considérer en premier. Le tempérament de l'individu, c'est d'abord la planète qui monte. Il y en a plusieurs, ça complique l'analyse, mais c'est comme ça. Il faut prendre la planète montante, d'abord, c'est elle qui va donner le tempérament intime. Pas forcément le tempérament extérieur, mais le tempérament intime de l'individu. Sa manière de raisonner, hein, dans le sens RE, hein, même sa manière de raisonner aux choses. Prendre un exemple très récent, c'est celui du thème de Pierre Bérégovoy qui a Vénus qui montait à l'ascendant. Donc un homme qui n'était pas vénusien vu de l'extérieur, mais qui était vénusien intérieurement, qui vu de l'extérieur était conjonction Saturne-Mars en Scorpion, qui intérieurement était Vénus en Verseau. Mais d'abord Vénus, hein, avec tout ce que ça impliquait, peut-être de sensibilité et de fragilité, hein, qui n'apparaissait pas à l'extérieur. Donc on considère la planète qui monte, elle ne va pas donner forcément un comportement très extériorisé, mais elle va donner un comportement intime, une manière intime de recevoir le monde, de recevoir l'environnement et de raisonner à ce monde et à cet environnement. Ensuite, bien sûr, on va prendre la position du maître de l'ascendant. Et on s'aperçoit très souvent que quand on a fait le tour de ternaire, soleil, lune, ascendant, on n'a pas toujours fait le tour du thème, parce qu'on a tenu compte des autres planètes, forcément. Alors, des ternaires, après, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a l'ensemble Vénus, Mars et l'ascendant. Vénus-Mars vont déterminer, vont préciser plus exactement un comportement, comme je le disais tout à l'heure, psychophysique, hein, c'est-à-dire une certaine quantité d'énergie. Alors là c'est pareil, une petite parenthèse, Vénus est aussi forte que Mars, il ne faut pas l'oublier. On a souvent tendance à considérer Vénus comme une petite planète bien sympathique et pas dangereuse, Mars comme une planète maléfique,
susceptibles des pires atrocités. Bon, ils sont toutes les deux sur un pied d'égalité. Alors, je ne développerai pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Vénus fait autant de criminels que Mars. Bon, ça ne sera pas les mêmes motifs, ça ne sera pas les mêmes pulsions au départ, mais bon, tout le monde a en tête le thème d'Hitler, je pense. C'était vénusien. Donc Vénus est aussi importante que Mars. Il n'y a pas Mars le fort et Vénus la faible. Donc l'ensemble Vénus-Mars, et on le rapporte à l'ascendant. Ce qui est important, c'est toujours de considérer l'ascendant dans le ternaire. Pourquoi? Parce que si on a Mars en bélier, en soi, ça veut dire dans l'abstrait, dans l'absolu, un certain nombre de choses, Mars en bélier, mais sur quel ascendant? Et si on a Mars en bélier sur un ascendant Cancer, c'est pas du tout la même chose que si on a Mars en bélier sur un ascendant Capricorne. Et c'est pas du tout la même chose que si on a Mars en bélier sur un des quelconques 12 signes. Pourquoi? Parce qu'il sera plus difficile à un tempérament Cancer, par exemple, de maîtriser son Mars en bélier que ce ne sera pour un tempérament Lion, un ascendant Lion. Physiquement, c'est beaucoup plus difficile. Parce que l'ascendant étant sous la coupe de la Lune et Mars étant trônant en bélier quelque part, il y a une antinomie, il y a un problème de caractère qui va se poser, avec des risques de caprice, des risques de coup d'éclat, des risques de tout ça, qui ne se posera pas, ou qui se posera d'une manière totalement différente, avec un Mars bélier, un ascendant Taureau, ou un ascendant Lion, ou un ascendant... Donc, toujours, si vous voulez comprendre le sens d'action de la planète, au niveau du caractère, au niveau de la personnalité, il faut toujours le ramener à l'ascendant. Qu'est-ce qu'elle est à l'ascendant? Comment se comporte-t-elle vis-à-vis de l'ascendant? Est-ce qu'elle est bien sur le signe ascendant? Est-ce qu'elle est neutre sur le signe ascendant, ou est-ce qu'elle est difficile sur le signe ascendant? Et si elle est difficile, on reprend à ce moment-là le maître de l'ascendant et on essaie de voir, et à ce moment-là on va préciser ces observations par les maisons, on essaie de voir ce que ça va donner. Pour faire une autre parenthèse peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est amusant d'entendre la maison 1, c'est la personnalité, c'est pas vrai. La personnalité, c'est le thème. La personnalité, ce sont toutes les planètes. Personnalité d'un individu, c'est pas la maison 1, la 12, la 9, donc ça c'est des débats que je ne comprends absolument pas, qui pour moi n'ont strictement aucun intérêt. La personnalité d'un individu, c'est son thème. Parce qu'on ne saurait réduire la richesse individuelle, la richesse d'un homme, à une maison sur 12. C'est ce qui se passe dans les autres. Bon, cette parenthèse refermée, on passe à un autre ternaire, donc, qui est le ternaire que constitue Mercure, avec l'ensemble Soleil-Lune, l'ensemble Vénus-Mars, etc. Et à ce niveau-là, Mercure ferait plutôt partie, quand on le regarde, c'est plus facile, de faire de Mercure quelque chose qui fait partie d'un quaternaire, c'est-à-dire qui vient compléter l'observation. À savoir que Mercure est neutre, hein, tout le monde le sait, Mercure n'est pas marqué par un pôle yin ou yang, Mercure est neutre, donc il se marie avec tout le monde en quelque sorte. Et donc, ce mariage, eh bien, il faut à chaque fois que l'on analyse un ternaire, voir si le mariage avec Mercure est harmonieux, disharmonieux, ou comment il se passe, qui va permettre de préciser un certain nombre de choses au niveau du fonctionnement de l'individu qu'on a en face de soi. Et enfin, le dernier ternaire, Jupiter-Saturne et l'ascendant. Alors, le ternaire Jupiter-Saturne-ascendant, le couple Jupiter-Saturne, c'est un petit peu le couple de la destinée. Alors, une image simple, Jupiter va faire une bosse, là où Saturne va faire un creux, c'est ce qui permet au schmilblick d'avancer. Hein. Si on reprend nos moteurs, tout à l'heure, on a un piston qui monte pendant que l'autre descend, et parce qu'un piston monte pendant que l'autre descend, le moteur finit par tourner rond et par faire avancer la voiture. Si tous les pistons montaient en même temps, il y aurait problème. Hein. Donc, Saturne, c'est le piston qui monte ou qui descend, et Jupiter fait l'inverse. Analogiquement, dans un thème, c'est cette dynamique Jupiter-Saturne qui permet d'avancer. Quelque part, il y a un creux, quelque part, il y a un blocage, un arrêt, et quelque part, il y a une facilité, il y a un épanouissement, il y a une ouverture possible, etc. Donc c'est à l'intérieur de cette dynamique Jupiter-Saturne que l'individu se situe, et il va en faire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le ternaire dans l'interprétation? Parce que l'homme est fait de l'idée qu'il se fait de lui, de l'objet auquel il applique cette idée et des moyens qu'il met en œuvre pour cela. Voilà un ternaire. Toute sa dramatique tourne autour donc de ce fameux ternaire corps, âme, esprit, où il arrive si souvent qu'un des termes soit en dualité avec les deux autres, et le troisième sert d'arbitre. Et en fait, c'est comme ça que l'on constate quotidiennement que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui est parti du haut, et qui s'est mal passé au niveau intermédiaire, on se retrouve malade, tout simplement.
Et on part toujours du haut et on arrive en bas. Et pourquoi la maison 6 était celle du travail et de la santé? Parce que quand il y a une dichotomie entre le travail, l'œuvre que l'on doit réaliser et les influx au départ, qui étaient les influx de l'esprit, eh bien on se retrouve malade. C'est une caricature, mais on retrouve très souvent ce problème. Hein, les gens qui sont heureux ne sont pas malades. Hein, statistiquement, il y a des gens très heureux qui sont malades aussi. Mais pour d'autres raisons. Mais on retrouve très souvent ce problème. Donc il est important de voir dans le thème natal la photographie d'un état instantané, qui est une potentialité, et de voir ensuite le thème au niveau de son mouvement. Et donc là on aborde un autre chapitre au niveau de son mouvement, parce que le thème c'est une dynamique, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Il y a les âges planétaires, il y a le fait que le thème c'est quelque chose de vivant. On a aussi trop tendance à considérer le thème comme quelque chose de statique, qui est absolu, hein, une espèce de fatalité qu'on porte en soi depuis la naissance, qui fait qu'on est ça, quand la ligne est terminée. C'est pas vrai. Hein, le thème, c'est un petit peu une photographie. Si on prend en photo un sportif en plein effort, on va le voir à un moment de son mouvement. Donc il vient d'une partie du mouvement et il va vers la suite du mouvement. Et selon le sport, il va pouvoir infléchir ce mouvement. Tout ça pour conclure en disant que le rôle de l'astrologue, quand il a affaire à un consultant, c'est de regarder le thème, donc en tenant compte de ces éléments, dans une optique dynamique, c'est-à-dire dans une optique créatrice. Tout ça pour conclure sur le soleil, on est parti du soleil. Le soleil, c'est la création, le monde de l'émanation. Donc l'important pour l'astrologue, c'est d'avoir un regard créateur sur le thème qui lui permettra peut-être de remettre en mouvement cohérent la personne qui est venue voir dans la mesure où il se posait un problème. Voilà, si vous avez des questions, j'espère ne pas avoir été trop long. Bon, j'espère que cette petite, excusez-moi l'expression, marche commando, parce qu'on a fait une espèce de petite synthèse un petit peu rapide de notre approche du ternaire dans l'interprétation. Évidemment, tout ça, ça se base sur une certaine démarche. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu vous expliquer. Par exemple, le pourquoi on est arrivé à ce niveau-là pour dire que la Lune est, par exemple, le monde intermédiaire par rapport au Soleil, et pourquoi pas l'autre, puisque, par exemple, il y a des définitions de l'âme qui sont différentes selon les cultures, etc. Donc tout ça, par exemple, au niveau des analogies, on peut dire que la Lune, si on regarde bien dans le ciel, c'est en fait une terre dans le ciel, puisque de tous les points qui se promènent dans le ciel, en fait, on voit que c'est une terre. Et comme le ciel, c'est un petit peu le monde de l'abstrait et le terre, le concret, ça c'est pas difficile à imaginer. Donc, automatiquement, par jeu d'analogie, par ce mode de pensée, on peut tout de suite rattacher le symbolisme lunaire dans cette notion-là. Alors que partant de tas d'autres considérations, historiques, bibliographiques ou autres, on peut se prendre la tête d'une manière monstrueuse. Donc, par exemple, nous, on est arrivé un petit peu à toutes ces conclusions par des voies telles que l'observation toute bête, avec des exemples très enfantins comme celui que je vous ai donné, mais s'inscrivant dans un mode de pensée bien précis, et aussi, comme vous l'a un petit peu illustré Monsieur Hurtado, à travers l'arithmosophie. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, on n'aurait pas pu en parler. Alors, l'Orige, qui est un petit centre d'études assez discret, voire un petit peu hermétique, est ouvert sur le monde extérieur de deux manières. À travers une publication qui s'appelle la lettre d'Orius, Ius pas Us, Orius, qui donc dispense des articles de réflexion, de travaux, des choses comme ça, dans lesquels on aborde un peu plus en détail tous ces points-là. Et d'autre part, comme M. Hurtado doit repartir ce soir sur Bayonne, vous le retrouverez malgré tout après le repas grâce à l'audiovisuel, puisque nous avons un magazine vidéo qui s'appelle Les Sentiers d'Ishtar. Et dans ce magazine vidéo, l'un des reportages, justement, c'est une interview concernant à quoi sert l'astrologie. Donc là, on est redescendu à une petite question fondamentale, puisque ce magazine vidéo s'adresse plutôt à des gens qui ont vu de la lumière au niveau de l'ésotérisme et ils veulent aller un peu plus loin. Et ce numéro 2 traite de l'astrologie. Donc vous verrez, pendant le repas ou juste après le repas, la projection des Sentiers d'Ishtar, qui est notre deuxième mode de communication vers l'extérieur, c'est-à-dire un magazine vidéo sur le monde de l'ésotérisme, le monde de l'invisible, qui sort tous les 3 mois et qui dure une trentaine de minutes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais préciser au niveau donc, de l'activité et des liens externes de l'Orige. Cependant, donc profitez de notre présence pour nous poser éventuellement des questions sur comment ça se passe ou comment accéder à la revue. Et puis
comme il nous reste un petit peu en avance 5, 6, voire 8 minutes, je vous propose de nous poser des questions sur ce qui a été développé rapidement ici, et éventuellement approfondir un point ou un autre. Comment accéder je vais vous distribuer. Je te laisse prendre la parole, je vais distribuer des petites choses. Alors pour compléter ce oui. Je sais pourquoi. Ah, oui, alors ça c'est. Parce que oui. Alors ça c'est assez terrible, j'ai le droit. Souvent, pourquoi Aurus? Bon, ça va, mais souvent il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi pas Aurus? Les gens sont scandalisés que j'ai collé un i au milieu. Souvent c'est ça. Bon, en fait, je vais dire, la vérité c'est très simple. Moi, ce qui m'a beaucoup sensibilisé dès le départ, le jour où j'ai découvert l'astrologie, c'est qu'on tombait souvent dans des clichés soit complètement solaires, soit complètement lunaires. Bon. Donc, j'ai eu une petite sympathie pour la divinité Horus, en quelque sorte. Mais d'un autre côté, il n'était quand même pas question que j'aille me prendre un pseudo aussi divin qu'Horus, quand même. Je pense, pauvre petit Pierre Invernési que je suis, je ne me sentais pas la force de le faire. Et j'étais aussi intéressé par d'autres choses. Et pour des raisons purement analogiques, je suis aussi très attiré par l'astronomie et par une constellation très jolie lorsque nous nous trouvons à l'époque du Capricorne, qui se trouve un petit peu au-dessus du zodiaque, en dessous, pardon, qui s'appelle Orion. Et à partir de là, j'aimais bien la phonétique, Horus, Orius. J'ai fait un violent amalgame, très sauvage, et qui m'ont valu pas mal de reproches avec les gens qui font de la numérologie sur les lettres et les alphabets. Et puis j'ai voulu trouver quelque chose d'assez original et qui n'existait pas surtout. Donc voilà la vérité sur le nom. Et le côté pseudo, c'est un petit peu, alors ça, je dirais c'est pour le folklore, et puis aussi pour préserver une certaine discrétion vis-à-vis de ma vie non ésotérique, parce que malheureusement, pour vivre, il faut des fois faire d'autres choses. Nous sommes beaucoup d'amateurs à ce niveau-là. Et puis, ça permettait aussi un petit peu d'être un peu plus discret, qu'on s'intéresse plus à ce qui est écrit qu'à la personne. Donc voilà pour la question sur historique. Pour compléter ce que disait Pierre tout à l'heure, je dirais que la compréhension en fait de Turner, de la manière d'interpréter, d'abord par les thèmes. C'est évident que quand on a eu 10, 20, 100, 500 thèmes dans les mains et qu'on a appliqué à chaque thème cette réflexion, cette méditation, et qu'on a vu à quel point un thème pouvait parler, on arrive à se confronter et à passer du haut vers le bas. Ce qui est intéressant dans l'astrologie, qui est une science traditionnelle, il faut oublier que l'astrologie est une science traditionnelle, qui vient de la tradition. La tradition est un corpus en soi. On pourra tourner autour de tous les autres pots pendant 100 000 ans, on ne trouvera rien d'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'en retrouver l'application concrète à travers la vie de tous les jours, et à travers les thèmes de tous les jours. Alors, soit ça marche, entre guillemets, soit ça ne marche pas. Tout le reste, c'est du folklore, des mots pour se faire plaisir. Soit on arrive à orienter, à comprendre, à solutionner, ou à ne pas solutionner, mais à comprendre des problèmes, soit on n'y arrive pas. La sémantique derrière, elle fait qu'embrouiller les choses. Beaucoup plus que de les clarifier. Il y a un corpus qui est le corpus traditionnel, et partant de là, quand on regarde un thème, soit le consultant va se reconnaître, et va raisonner, et c'est lui qui va donner la réponse, parce qu'on aura simplement... on lui aura simplement éclairé le chemin, c'est lui qui le parcourra, soit il va repartir un petit peu plus paumé qu'il était entré, et à ce moment-là, il faut changer le système et changer de tir. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Alors, la lettre d'Horus, c'est quelque chose de très convivial. Ce à quoi on invite les gens qui s'intéressent, c'est à nous écrire, c'est à nous poser des questions, c'est à nous faire part de leurs observations, c'est à participer. Bon, c'est quelque chose qui est sans prétention, mais la lettre a toujours la prétention de relier les gens entre eux. Donc, la lettre d'Horus, j'aime bien le mot lettre, parce que des lettres, on en attend. On attend vos attentes, on attend vos questions, on attend... vos réactions, on attend vos articles le cas échéant, ce sera avec plaisir, parce que ça permet d'enrichir, ça permet de correspondre souvent à des distances un petit peu grandes, ça permet d'avoir un lien avec un certain nombre de personnes qu'on ne rencontrerait jamais. Alors c'est en projet, c'est-à-dire qu'on est en train de monter des modules, on a réfléchi à la question, on est en train peut-être de s'orienter vers la formule double. Il y a une formule de module sous forme de séminaire.
et ensuite des cours individuels. Je pense que c'est la formule la plus intéressante, c'est de se venir à thème, thématique, rentrer sur un thème qui peut intéresser certaines personnes. Et à côté de ça, un travail individuel. On ne peut pas se passer du travail individuel parce que l'astrologie, c'est des milliers d'heures de travail. Hein, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ami astrologue qui me disait l'astrologie, c'est 40 ans d'études à peu près. Donc, comme j'ai commencé il y a 10 ans, j'en ai encore 30 ans, quand on sait qu'il y a 50 ans. Bon, c'est vrai, c'est des milliers d'heures de travail, c'est un travail individuel, c'est pas une question de temps. Devenir astrologue en un an, ça m'a toujours fait marrer et bidonner. J'ai jamais rien compris à ce que ça voulait dire. Bon, c'est pas une question de temps, c'est une alchimie qui est un peu plus complexe que ça. Donc c'est un itinéraire qui est vraiment individuel. D'où cette forme de module, c'est-à-dire qu'on prend le module vis-à-vis duquel on se sent apte à suivre, et à côté de ça, on a son petit parcours personnel, éventuellement assisté. Alors, sinon pour la revue, bon, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, elle ne se diffuse que par abonnement. Parce qu'on n'a pas réussi encore à avoir de numéro de commission paritaire pour l'avant son numéro, ça viendra en son temps, on n'est pas pressé. On n'a pas non plus une toute petite structure les moyens de la donner, bien qu'elle fasse que 16 pages. Donc voilà, tout est expliqué dans les coupons. Alors c'est aussi un lieu de rencontre, bien sûr, bon, tous les chercheurs, Alain Hurtado, moi-même, d'autres, bon, on écrit des articles, il y en a de différents niveaux, accessibles, non accessibles, et puis aussi on s'écarte aussi évidemment du microcosme astrologique. Il y a aussi de la littérature, il y a aussi des tas de domaines un petit peu pour élargir et atterrir à partir de l'astrologie céleste vers un monde terrestre parfois un petit peu différent. Ce que je voulais dire également, c'est que il y a aussi, je dirais, la formule du carrefour de rencontre, c'est-à-dire que par le courrier des lecteurs, mais aussi une forme aussi d'invitation à d'autres groupes de travail d'écrire dans la revue, comme là nous avons commencé à expérimenter, à donc recevoir des articles d'autres groupes pour justement permettre un lieu d'échange, parce que ça permet surtout aux gens de se rencontrer. Et jusqu'à présent, au niveau de ce qui est hors publication, l'une des réussites de l'Oriche a été de mettre en rapport des gens sur des buts cohérents au niveau de la tradition et qui peuvent, je dirais, mieux travailler ensemble. Justement, y a-t-il des références traditionnelles et métaphysiques qui inspirent votre pratique astrologique? Oui, bien sûr. Il y a des références traditionnelles et métaphysiques. Bon, on va citer Guénon, hein, qui reste, je pense, celui qui a traduit ces choses-là le mieux possible. On va citer Goulard. Non, moins. Hadès est très intéressant au niveau astrologique, mais beaucoup moins au niveau traditionnel et métaphysique. Donc on va citer Guénon, on va citer Luce et Goulard, on va citer Lavier, par exemple, on était très inspiré par la métaphysique chinoise, donc Chamfrot, Lavier, bon, tous ces gens-là. En fait, la métaphysique, il y en a une et elle a différentes formes. Donc, on prenne la tradition chinoise, on prenne la tradition occidentale, on prenne n'importe quelle tradition. Le corpus initial est toujours le même. Ce qui est intéressant, c'est à partir de ce corpus initial qui est identique, trouver une application. Alors, ce qui est un petit peu gênant, par exemple, au niveau de l'astrologie, c'est quand on mélange toutes les astrologies. Bon, parce que les astrologies, il y en a plusieurs qui sont traditionnelles, qui sont authentiques. Le gros problème, c'est que si on les mélange, on ne comprend plus rien. Parce qu'on mélange des choses qui sont plus individuellement totalement cohérentes et totalement traditionnelles, et on fait une bougie avec ça, et on ne risque pas d'en sortir quoi que ce soit. Ce qui est très important, c'est de comprendre ce passage de l'informel au formel. Et à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, ce qui est important, c'est la cohérence jusqu'au bout. Et c'est valable pour l'analyse du thème. Je vais poser une autre question. Oui. Y a-t-il une astrologie qui est, par exemple, un caractère spécifiquement alchimique, mais au sens traditionnel du terme, pas au sens flou, intellectuel et complètement récupéré, déformé? Alors, qu'est-ce que vous entendez par alchimique au sens traditionnel? Je fais référence au texte traditionnel des alchimistes, si obscur soit-il, texte hermétique, comme Flamel, Paracel, etc. Oui, il y a une astrologie qui est complètement à retrouver. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, comme Éric Marié, par exemple, qui travaille sur ces liens, puisque Éric Marié est un alchimiste, et en même temps un astrologue, qui travaille là-dessus. Bon, alors, il y a à boire et à manger. À mon humble avis, il y a encore pas mal à boire et à manger là-dedans. Peut-être plus à boire qu'à manger. Il y a un très très gros travail à faire
Pourquoi? Parce que, bien entendu, les sources authentiques sont perdues. On a des copies de copies.